Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce énième numéro de votre magazine Entretien exclusif sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision dans les cadres d'exclusivité, un face-à-face que vous avez l'habitude de suivre sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision qui reçoit une personnalité de taille dans la montagneuse, la province, mais également la République démocratique du Congo, avec laquelle on va tenter d'analyser une question qui domine l'actualité sociopolitique au niveau de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce magazine reçoit spécialement pour vous, dans le cadre de son devoir sur la redevabilité auprès de la population de la montagneuse ville de Likasi. Vous lui avez confié un mandat en tant que député national. Il vous représente au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il a été à la session parlementaire de mars dès l'année en cours. Il revient dans la montagneuse ville de Likasi dans le cadre de ses vacances parlementaires. Qu'est-ce qu'il a fait avec les mandats que vous lui avez confiés pendant cette session parlementaire? Quelles sont les lois qui ont été votées? Parce que c'est son droit, ou c'est son devoir plutôt, de vous restituer ce qu'il a eu à faire au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et c'est votre droit aussi à vous, population de la montagneuse ville de Likasi, d'être suffisamment informés sur les nombreuses réalisations de cet élu du peuple de la montagneuse ville de Likasi. Il s'agit bel et bien de l'honorable docteur Emmanuel Kaya, qui est notre invité, avec lequel on va tenter d'analyser la session parlementaire de mars de l'année en cours. Honorable, bonjour. Bonjour, c'était Vous allez bien? Oui, nous prenons le coup. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas été avec la population de Likasi. Effectivement, ça fait longtemps, pratiquement 3 mois, c'est pas peu. Cette absence est due au fait que nous avons été accomplir la tâche qui nous a été confiée par la population de Likasi, c'est-à-dire celle de siéger au niveau de l'hémicycle de notre pays. Ok, vous avez été à l'hémicycle de l'Assemblée nationale au cours de la session de mars de l'année en cours. Brièvement, quelle est la restitution que vous pouvez faire à la population de Likasi sur ce que vous avez eu à faire en tant qu'élu du peuple au cours de cette session? D'une manière brève, je dirais que la session de mars a été une session presque exceptionnelle comparativement aux autres sessions, parce que c'est une session au cours de laquelle nous avons eu une matière trop abondante. Le calendrier qui avait été dressé égorgeait beaucoup de propositions de loi et beaucoup de projets de loi. Alors, ces projets de loi, il y en a d'autres que nous avons abordés, d'autres que nous n'avons pas su aborder faute de temps, et qu'on a été obligé de renvoyer à la session de septembre. Parmi les propositions de loi et les projets de loi qui ont été traités dans les commissions et en plénière, la proposition de loi qui a été la plus importante, vu les enjeux de l'heure, c'est la proposition de loi sur la répartition des sièges. C'est ça qui a été une grande proposition de loi. Et hormis cette proposition de loi, il y a d'autres lois que nous avons traitées dans des commissions en plénière, qu'on a vu voter, qu'on a envoyées en seconde lecture au Sénat. Et il y a plusieurs lois, la plupart sur la formation, l'organisation, en fait, les lois portant création, formation et organisation de plusieurs types d'ordres. Nous avons l'ordre des géologues, l'ordre de sages-femmes, l'ordre des héros nationaux. Et puis, hormis cela, il y a d'autres lois qui n'ont pas été complètement finies. Il y a des lois de ratification qu'on a dû traiter. Et il y a aussi des propositions de loi, en fait, des projets de loi qui sont venus du gouvernement, qu'on a dû travailler en urgence et qu'on a envoyé au Sénat pour seconde lecture. Alors, s'il est question d'être un peu plus concret, quand j'ai dit que nous avons eu une session qui a été un peu exceptionnelle avec une matière abondante, je prends l'exemple de notre commission. Nous avions 6 propositions de commission. Mais vu le temps nous imparti, nous avons été à mesure de travailler 2 propositions de loi. Et la 3e proposition de loi était en cours et on est entré en vacances. Alors parmi les propositions de loi qu'on a travaillées,
nous avons soumis une proposition de loi à débat, et puis cette proposition de loi elle est même passée, on l'a envoyée en seconde lecture au niveau du Sénat. Et cette proposition de loi, c'est la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes. Parce que comme vous savez, il y a plusieurs disciplines ici chez nous au pays qui évoluent sans réglementation. C'est comme ça que vous avez vu ou vous avez entendu, il y a plusieurs propositions de loi sur la création, organisation et fonctionnement de l'ordre 2. Tout ça, c'est pour essayer de réguler ces différents ordres. Les sages-femmes, ce sont des, je dirais, les gens qui prestent dans le domaine de la santé, mais ils sont différents des infirmiers. Parce que quand on dit sage-femme, un homme aussi, on l'appelle sage-femme. Donc il n'y a pas que les femmes dans cette filière, il y a les femmes et les hommes, on les appelle tous sages-femmes. Alors ce sont des gens qui prestent aussi dans le domaine de la santé, mais ce n'était pas réglementé comme il se doit. Donc il n'y avait pas une démarcation entre un infirmier et un sage-femme. Alors qu'il y a une différence nette. Une sage-femme ou un sage-femme s'occupe d'un domaine bien déterminé, et l'infirmier aussi s'occupe d'un domaine bien déterminé. Alors il fallait mettre la démarcation pour que chacun sache qu'est-ce qu'il va faire en tant que sage-femme ou en tant qu'infirmier. C'est ce qu'on a... On leur a donné, je dirais, un soubassement, un cadre juridique qui leur permettrait de bien travailler. Parce que sans soubassement juridique, sans cadre juridique, c'est difficile de bien travailler. Vous risquez de commencer à empiéter sur les attributions des autres. Merci beaucoup, honorable. Vous avez éclairé la lanterne de la population sur les différentes initiatives adoptées au sein de l'Assemblée nationale au cours de la session parlementaire de mars de l'année en cours. Mais il s'avère qu'il y avait plusieurs propositions de loi qui étaient inscrites sur le calendrier des matières à traiter au cours de la session parlementaire de mars. Entre autres, les quelques lois qui avaient retenu beaucoup plus l'attention de la population de la montagneuse ville de l'Ikassi, c'est par exemple la loi sur la congolité, par exemple donc, le verrouillage de certains postes de responsabilité au sein congolais des pères et des mères. Et par la suite, il y a eu une loi que Daniel Mbao a initiée par rapport à la dot et autres qu'il fallait réguler au niveau de la République démocratique du Congo. L'une a été traitée, mais l'autre n'a pas été traitée. La loi sur les verrouillages de certains postes de responsabilité n'a pas été traitée. Pour quelle raison? En fait, s'il faudrait revenir sur ce que vous venez de dire, la loi proposée par l'honorable Mbao, c'est une loi qui avait été soumise au débat il y a longtemps. Je crois, si je ne m'abuse pas, c'est au cours de la session de mars 2022. Et c'est la même période où la loi sur le verrouillage des postes aussi, a aussi été initiée. Je suis en train d'y aller tout doucement. Okay. Alors, cette loi a été proposée, je crois, à la session de mars 2022, et elle avait été soumise au débat et envoyée en commission. Okay. Alors, c'est maintenant que la commission PAJ, qui a coïncidé avec le fait que Daniel Mbao est aussi dans le bureau de la commission PAJ. C'est comme ça qu'il est encore rentré aux affaires pour présenter le rapport de cette proposition de loi qui avait été renvoyée en commission. Alors, quant à la fameuse loi Tchani, elle avait été déposée pour la première fois. La loi n'avait pas été reçue parce que quand on dépose une proposition de loi, il y a tout un cursus, ça doit suivre pour que ça puisse être aligné en plénière. Donc, en fait, au calendrier et puis en plénière. Il s'avère que la première proposition que notre compatriote Noël Tchani avait proposée était contre ou était anticonstitutionnel à un certain donc, certains points était en train d'énerver un peu la Constitution. C'est comme ça qu'on lui a fait des propositions pour amender cette proposition. Et la première avait été rejetée. Et quand on lui a fait des propositions pour amender la deuxième proposition, en fait, il est venu avec une deuxième proposition de loi, il a présenté cette proposition de loi. Alors la proposition de loi, le président de l'Assemblée nationale a soumis cela au débat.
C'est comme ça que la plupart des députés avaient dit, bon, on peut accepter qu'on aligne ça à la session de mars. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une session qui a été un peu différente des autres parce que les matières que nous avions dans les commissions et même au niveau de plénière étaient trop abondantes. Je vous donne l'exemple de notre commission. Nous avions eu 5 ou 6 propositions de loi. Mais sur le 6, nous n'avons terminé que 2 et la 3e proposition de loi était en cours. Donc on va continuer cela au mois de septembre. Alors, quand une proposition de loi entre au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, la proposition est envoyée à l'équipe d'études. Cette équipe étudie cette proposition de loi, elle juge si elle peut passer ou pas. Et si la proposition de loi, on juge que ça passe, on l'aligne pour les matières à traiter au courant de la session. Et puis par après, on va envoyer, donc on la soumet d'abord à la commission. La commission PAJ étudie et puis la retourne pour que la loi soit alignée en plénière. Et la loi est soumise au débat. Et après avoir été soumis au débat, on la retourne une fois de plus en commission pour toilettage. Et c'est là que se fait d'ailleurs le gros du travail, c'est au niveau de la commission, c'est pas dans les plénières que nous... Donc l'organe technique de l'Assemblée nationale, c'est une commission. C'est au niveau de la commission que se fait presque tout ce qu'il y a comme travail. Tout ce qu'il y a comme impureté, tout ce qu'il y a comme ajout à faire, comme correction sur le plan grammatical, tout se fait au niveau de la commission. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons dans les grandes plénières, c'est juste la recevabilité. Bon, il y en a d'autres qui en profitent par l'occasion, essaient de glisser quelques mots pour les circonscriptions, bon, qu'ils soient vus. Mais quand la loi sera envoyée en commission, c'est là que le gros du travail se fait. Même s'il faut faire d'une loi une priorité de la communauté ou de la population, c'est au niveau de la commission. Si on traite mal la loi au niveau de la commission, cette loi ne va pas profiter à la communauté ou à la population. Et si on le fait très bien en commission, la loi profitera à la communauté ou à la population. Honorable, la session de mars était presque l'avant-dernière session de votre législature, parce que la session de septembre sera la dernière session. La population qui vous regarde à la télévision a besoin de savoir votre évaluation personnelle. Est-ce que la législature 2019, 2023 ou 2018-2023 a été une réussite pour l'honorable Emmanuel? La législature 2018-2023, je dirais, a été une réussite. Pourquoi elle a été une réussite? Nous attendons d'une législature, parce que ce que la population doit savoir, c'est qu'un député a une mission bien déterminée. Et la mission ou le rôle d'un député, c'est de légiférer, c'est-à-dire élaborer les lois et voter les lois. Et la deuxième mission qu'a un député, c'est le contrôle parlementaire. Et ce contrôle, il peut le faire au niveau du gouvernement et au niveau des institutions publiques. Alors, en ce qui concerne la première mission, celle de légiférer, il y a eu beaucoup de lois. Le bilan, on le ferait bien lors de la dernière session. Elle sera essentiellement budgétaire. Oui. Pas nécessairement budgétaire, parce qu'on dit essentiellement budgétaire, mais qu'à cela ne tienne, vous ne me direz pas que lors d'une session budgétaire, il n'y a pas d'autres propositions de loi qu'on vote. Je vais revenir avec vous en arrière. On revient l'année passée. On prend la session de septembre de l'année passée. On dit que la session de septembre, c'est une session qui est essentiellement budgétaire. Mais c'est au cours de cette session que nous avons travaillé, nous avons fait le toilettage en commission et nous avons débattu sur la proposition de loi portant couverture santé universelle. Une loi si importante pour toute la communauté de la RDC, en particulier ceux-là qui sont dans le secteur public. Et qui n'est pas d'application. Si, pas dire qu'il n'est pas d'application, parce que la RDC, c'est pas
c'est pas un pays... L'ICASI, c'est votre fief électoral. Effectivement, l'ICASI, c'est mon fief électoral, mais on est en train d'y aller. C'est un processus. C'est un processus qui doit commencer par les sommets et aller se terminer jusqu'au niveau de la base. Pourquoi? C'est un processus et ça va prendre un peu de temps. Je vous donne, il y a certains pays. Prenons un pays comme le Gabon. Ils ont réussi à mettre sur pied et à appliquer la couverture santé universelle après 14 ans. Ils ont voté la loi aujourd'hui et puis la loi a été d'application sur toutes les couches de la population après 14 ans. S'il faudrait prendre l'exemple de la France et autres, là, le Danemark, le Cameroun, et ainsi de suite, dans le monde, la loi, elle est mise à la disposition du secteur, mais l'applicabilité prend du temps. Ce n'est pas dit que c'est comme c'est ici chez nous au Congo, d'un coup de baguette magique, on a voté la loi aujourd'hui et demain directement cette application. Non. Avant que je ne vienne, j'ai participé à une formation à l'université de Kinshasa, où on est en train de vulgariser maintenant la couverture santé universelle. C'était, je crois, une semaine avant que je ne vienne que ce colloque a été convoqué. Et il y avait tous les professeurs de la faculté de médecine qu'on essaie d'imprégner cela dans le milieu d'abord universitaire, et puis par après, on y va tout. Donc c'est avec, je dirais, un peu de patience que cela va arriver. C'est en train d'être appliqué. Ce n'est pas parce qu'on a voté la loi hier qu'aujourd'hui, que vous n'avez pas encore vu ça au niveau de l'ICASI, que ce n'est pas d'application. Non. C'est une proposition de loi qui doit, je dirais, marcher avec, je crois, 3 ou 4 ou 5 ministères. Il y a le ministère de la Santé là-dedans, le ministère de l'Environnement là-dedans, le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale là-dedans, et le ministère du Budget là-dedans, le ministère de l'Économie là-dedans. Parce qu'on doit gérer l'argent. L'argent ne va pas commencer à passer d'un individu à un autre. Donc, les agents sont abonnés dans des structures privées et des structures étatiques. Et pour que ces gens-là ne soient pas lésés, que l'argent n'est pas arrivé, donc vous devez vous affilier là-bas. Faites les personnels de santé qui sont là-bas, le personnel soignant qui sont là-bas, ils prestent et ils envoient la facture au niveau de l'État. Et c'est dans quel ministère que la facture va passer? Au niveau du ministère du budget. Et c'est le budget qui va débourser l'argent maintenant pour payer tout ce monde-là. Et ça doit passer par des formations. On forme d'abord les gens sur l'applicabilité de cette loi et puis on met maintenant la loi en application. Parce que l'idéal c'est de couvrir toutes les couches de la population. Et pour couvrir toutes les couches de la population, ce n'est pas chose facile parce que vous savez que le taux de chômage ici chez nous est encore trop élevé. Alors, on est obligé d'y aller selon la proposition de loi. Nous allons y aller avec des structures formelles et des structures informelles. Je te donne un exemple d'une structure informelle. Vous voyez l'association de motards, c'est une structure qui est informelle, qui n'est pas connue par l'État. Mais on est obligé d'intégrer ce genre d'individus. Or, pour les intégrer, il faut les former. Et transmettre le message à tous les motards qui a sous la vie de l'ICASI, qui a une structure qui est comme ci, comme ça, ou avec votre maigre contribution de 1000 francs ou de 500 francs que vous donnez, ça peut vous permettre de couvrir vos soins. Vous voyez? Alors, ce n'est pas chose facile de dire que non, on a voté la loi aujourd'hui, demain elle sera d'application. Non. C'est un processus et il faut prendre son mal en patience, ça finira par arriver. Et là, je n'ai pas encore fini. Allez-y, allez-y. Vous m'avez posé une question. Non, vous avez votre temps, oui. Allez-y. Je n'ai pas encore fini. Alors, là, c'était pour te faire voir que la session de septembre était pratiquement une session appelée budgétaire, mais il y a des lois qui ont été votées, des lois essentielles pour le pays, pour la population. Vous voyez? Alors, ça ne voudrait pas dire que comme la session de septembre qui va commencer, l'essentiellement budgétaire, on ne va pas statuer sur d'autres lois. Merci beaucoup. Là, c'était la première mission. Je n'ai pas encore fini. Allez-y, vous avez votre temps honorable. Oui, allez-y. Alors, c'était la première mission. La deuxième mission, c'était celle du contrôle parlementaire. Et les contrôles parlementaires, nous le faisons. On a fait des descentes dans plusieurs ministères. Et d'ailleurs, chaque commission a son champ d'action. Moi, je suis dans la commission sociale et culturelle. Et cette commission sociale et culturelle a des ministères que la commission contrôle. Et si vous prenez une commission comme la commission ECOFIN, cette commission elle est essentiellement basée sur l'argent. Alors elle contrôle tout ce qui a trait aux finances. Donc ministère du budget, ministère de l'économie, ministère de finances et le ministère du portefeuille. Là, c'est la commission PAI, et faites la commission ECOFIN. Et en dehors de cela, il y a des entreprises de l'État
qui sont les entreprises génératrices de recettes, que cette commission contrôle, entre autres la DGRA, la DGI, tout ce monde, DGDA, tout ce monde-là. Alors nous, en ce qui nous concerne, nous sommes dans la commission sociale et culturelle. Tout ce qui a trait au social et à la culture de la population ou de notre peuple, c'est là que nous nous sommes plus axés. C'est comme ça qu'au cours de cette législature, on a invité le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire et technique. Nous avons invité la ministre de personnes vivant avec handicap. Nous avons invité la ministre de l'Environnement, Eva Zaïba. Donc on a dû travailler comme cela. Et chaque ministère a son secteur là où... en fait, pas chaque ministère, chaque commission a le secteur là où elle est obligée de faire le contrôle parlementaire. Et en dehors de cela, quand on descend lors des vacances, on prend les desiderata de la population et là où il y a des problèmes, s'il est question qu'on descende et agisse sur le champ, on descend, on agit. Et s'il y a des propositions à faire, on fait. S'il n'y a pas de proposition, on ramène le problème au niveau national, donc au niveau de l'Assemblée nationale. On propose d'abord au bureau et puis après, on voit les ministères de tutelle pour essayer de résoudre le problème. Merci beaucoup, honorable d'étayer bien évidemment à l'endroit de la population tout ce que vous êtes en train de faire, mais quel est l'impact de tout ce que vous avez eu à faire durant cette législature dans les chefs de la population, dans les vécus quotidiens de la population? Parce que ces peuples qui vous suivent à la télévision s'est dit qu'elle vous a confié un mandat. Conséquence, votre vie a changé en tant que député, mais la vie de la population n'a pas changé. Parce que pour la population, vous en tant que député, vous vous contentez de recevoir vos 20 000 $ chaque mois, alors que la population est en train de souffrir. Vrai ou faux? La population ne souffre pas et nous aussi, notre façon de vivre n'a pas changé. Pour preuve, tu me vois, je suis là. Je suis en train d'évacuer à mes occupations que tu as toujours connues. Et non seulement ça, je ne voudrais pas entrer en détail. Quel est l'impact de votre travail dans les chefs de la population? Je vais y arriver. Je suis en train d'y aller, je vais y arriver. Okay. Ma vie, elle est là. Je suis toujours avec vous à Likasi. Okay. Et pour preuve, même ma famille ne s'est pas déplacée avec moi pour aller à Kinshasa. Ma famille vit toujours avec vous à Likasi, dans le même milieu, dans le même contexte. Alors, l'impact de ce que nous sommes en train de faire sur la population ressortira de l'applicabilité de ce que nous, députés, nous sommes en train de faire. Ce n'est pas aux députés de venir changer la vie de la population, je dirais à sa base. Mais le travail que le député est en train de faire, c'est ça qui va faire à ce que la vie de la population va changer. Et qu'est-ce que le député fait? Le député est en train de légiférer. Je venais de vous étaler tout à l'heure, d'une manière succincte, juste une proposition de loi qui va faire à ce que la vie de la population va changer. C'est celle sur la couverture santé universelle. Okay. Et si la loi arrivait à être appliquée dans son intégralité, je vois mal comment est-ce que la population va commencer à souffrir. Une autre chose, le délai de l'applicabilité de la loi, c'est ce qui fait à ce que l'impact social tarde à suivre ce que le député est en train de faire comme travail. Parce que ce que le député fait, il vote une proposition de loi aujourd'hui. Et la proposition de loi doit être appliquée. Et ça ne doit pas être appliqué à un seul niveau. Et le pays, le Congo tel qu'il est, ce n'est pas un petit pays où vous pouvez vous dire que non, on met l'application, en fait, on met une loi en application aujourd'hui, demain et après-demain, c'est déjà vulgarisé sur toute l'étendue du pays et c'est appliqué à l'unanimité. Non. Le pays est tellement vaste. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, la RDC, c'est le Congo profond. Pour qu'une loi arrive au niveau du fin fond de la RDC, ce n'est pas d'un coup de baguette magique, ça doit arriver. Il y a une hiérarchisation des institutions. Ça commence par le sommet, ça descend jusqu'à ce que ça va arriver même jusqu'au bas peuple, jusqu'au
au niveau du dernier individu, celui qui ne sait pas, qui n'a pas eu même l'information, avant que cette loi n'arrive à ce niveau-là, il va falloir un peu de temps. Notre pays a 2 lois. Il y a d'ailleurs beaucoup de lois qui sont obsolètes, comme on le dit, et qui doivent être normalement être revues ou révisitées, de sorte qu'on arrive à donner un bon cadre idéal à notre population de travailler ou de jouer de certains avantages. Mais le fait qu'on n'a pas encore touché à cela, ça constitue encore, je dirais, un petit blocage. Le petit blocage qui fait assez qu'il y a certains domaines, certains secteurs où on n'a même pas encore touché. Je te donne ça, c'est une crise qui est pratiquement mondiale. Ah oui. C'est une crise qui est... la dévaluation de la monnaie ne concerne pas seulement la RDC. La RDC, oui. C'est cette précision que nous voulons que vous puissiez donner à la population. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas que le franc congolais qui a déprécié. Et vous savez qu'il y a d'autres monnaies, beaucoup d'ailleurs qui ont déprécié, commençant par la crise qu'il y a au niveau de la Russie et l'Ukraine. Mais quelles sont les solutions que vous avez proposées en tant que les propositions que nous avons proposées, ce qu'on peut apporter comme solution, c'est qu'il faudrait qu'on commence à produire localement. Si au niveau de la RDC on commence à produire, nous n'allons pas commencer à dépendre des autres. Je l'ai dit. Parce que pour que notre monnaie arrive à garder une certaine stabilité, il faudrait que nous arrivions à exporter. Mais nous, au lieu d'exporter, nous ne faisons qu'importer. Comment est-ce que notre monnaie va rester stable? Monsieur Trésor, nous sommes en train de faire de notre mieux pour que nous arrivions à mettre des structures sur pied, des entreprises ici chez nous au pays, pour que nous commencions à produire localement et là, ça nous permettra de stabiliser notre monnaie. Aussi longtemps que nous dépendons de l'extérieur, le dollar, $1 quittera 2400 francs congolais, on va arriver même jusqu'à 10 000. Mais si nous commençons à produire, nous allons garder notre monnaie stable. Il suffit qu'il y ait un petit déséquilibre à gauche, dans le monde, qui est chute par exemple de prix de métaux, le cuivre chute, le cobalt chute, notre monnaie déprécie. Pourquoi? Parce que nous ne dépendons que de ça. Produisons autre chose, diversifions les productions et vous allez vous rendre compte que notre monnaie sera stable et forte. Aussi longtemps qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade, ça sera difficile. Notre combat à nous, c'est celui-là. Nous sommes en train d'y aller tout doucement et on va y arriver. On va y arriver. Alors, ce que je peux donner comme message à la population, c'est de nous faire confiance. De nous faire confiance. Le changement... Si vous méprisez les évêques. Non, on ne méprise pas les évêques. D'ailleurs, il y a une très bonne, je dirais, une très bonne ambiance entre le pouvoir et l'Église catholique. Il ne faudrait pas prendre un individu qui pourrait peut-être avoir un problème personnel avec le président de la République ou le gouvernement et généraliser cela. Non, non. Pour preuve, il y a eu une manifestation au Kassai. Le président a été invité par l'Église catholique, il est parti. Et vous avez vu l'ambiance qui a régné entre le président et l'ensemble des évêques qu'il y avait là-bas. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas une bonne cohabitation entre les deux. Non. Et vous avez suivi le message même du président. Il a dit il est l'émanation de la population. Non, pas de la population, l'émanation de l'Église catholique. Dans quel sens? Dans le sens où il a pratiquement fréquenté les écoles catholiques. Et non seulement ça, l'Église catholique nous a accompagnés pendant qu'on était à l'opposition. Vous avez accompagné pour des faits qu'on devrait réclamer, les faits vrais. Pas parce que vous vous sentez lésé sur un point donné et vous voulez faire porter le chapeau à tout le monde. Non. Ça, c'est un autre sujet. Si on a le temps, on pourra peut-être en débattre. C'est un autre sujet. Il ne faudrait pas entrer trop là-dedans. Vous restez... Conséquence, les évêques aussi rappellent au chef de l'État que ce sont les mêmes évêques qui l'ont accompagné. Oui, c'est ce que je dis. Pendant qu'il était en opposition. Le président ne l'a pas nié. Mais quand est-ce qu'ils ont changé? Quand est-ce qu'ils baignent dans des dérives qui divisent le président ne l'a pas population? nié. Oui. Le président a dit qu'il est l'émanation de l'Église catholique. L'Église catholique nous a accompagnés pendant qu'on était... Et quand est-ce qu'elle a cessé d'être l'église au milieu du village? Elle a cessé d'être... l'Église catholique, d'une manière générale, n'a pas cessé d'être l'église au milieu du village.
Mais il y a des individus là-dedans. Mais le chef de l'État parlait de l'Église. Non, bon, si peut-être que le chef de l'État parlait de l'Église, c'est peut-être la sommité de l'Église qui se retrouvait dans cette histoire. Mais si vous voyez l'ensemble, d'ailleurs, en ce qui concerne notre parti, l'UDPS, il y a beaucoup de combattants et combattantes de l'UDPS qui sont catholiques. Est-ce que vous les avez vus descendre en cours de route pour aller dire qu'il y a eu une manifestation donnée ou aller manifester, protester contre telle ou telle autre chose? Non. Tout ce qui se passe, tout ce qui se font comme déclaration, essayez de voir, il y a combien d'individus qui font des déclarations? Est-ce que tous les évêques font les déclarations? Non. Au niveau même de la CENCO, le président de la CENCO, c'est Marcel Outembi. Est-ce que vous l'avez déjà entendu faire une déclaration donnée sur la façon dont le gouvernement cohabite avec la CENCO? Ils ont un porte-parole. Non, non, même s'ils ont un porte-parole. Le porte-parole en question, qu'est-ce qu'il a dit de spécial, de si spécial, en dehors de ce que je peux appeler comme on dit lors de la marche, de la soi-disant marche de l'opposition? C'est lui Cholet. Vous pensez qu'il a un problème personnel? Ah, ça c'est à vous. Non, je vous pose la question. Moi je pense que ça c'est un problème personnel. Parce que si vous prenez les images d'antan, vous les ramenez aujourd'hui, vous voulez maquiller cet aspect de choses. Ça voudrait dire quoi? Donc vous avez un problème avec le régime. Et conséquence, le secrétaire général de votre parti qualifie Cholet, Ambongo et Fulgence Mouteba d'être dans la poche de M. Moïse Katumbi. Heureusement, vous avez cité... Est-ce qu'il a une preuve? Bon, ça je ne sais pas. S'il a des preuves ou pas, heureusement vous avez cité les noms des individus. Vous n'avez pas parlé de la CENCO, vous avez cité les noms des individus. Les leaders de la CENCO. Non, pas les leaders de la CENCO, vous avez cité les individus. Moi j'aurais préféré que toute la conférence se prononce. Parce que pour prendre une décision, toute la conférence doit se réunir. Mais si trois individus se réunissent pour dire, celui-ci dit dans son coin, l'autre dans son coin, et ainsi de suite, ça vous allez me dire que c'est la conférence qui s'est réunie? Non. Soyons objectifs. Est-ce que vous êtes fier de voir la tension politique palpable qui s'observe actuellement au pays? Il ne faudrait pas maquiller une certaine tension alors qu'il n'y en a pas. Je vais vous donner peut-être une petite cartographie, certaines choses. Nous avons dans l'opposition, dans la soi-disant opposition, qu'on qualifie d'opposition, il y a Pété, il y a Moïse Katumbi Tchamba, qui était en train de gérer avec nous, qui réclame que la CENI soit recomposée. Pourquoi? Parce que lui, quand il était en train de gérer avec nous, il n'a pas envoyé, on n'a pas pris parmi ses militants quelqu'un qui pouvait se retrouver à la CENI. Il demande à ce qu'on recompose la CENI. Vous voyez, Martin Fayoul, qui se réclame être l'opposant. Et il dit que la CENI n'est pas crédible. Mais opposant avec combien de députés au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que s'il faudrait qu'on te donne le poids en tant qu'opposant, tu dois avoir un poids même au niveau de la représentation nationale. Il y a combien de députés? 4. Sur 500, il y a 4 députés. Et vous l'appelez opposant de taille. Prenons Matata Pony, qu'on est en train de poursuivre avec tout ce que vous connaissez comme série de détournements qu'il a fait pendant qu'il était Premier ministre. Et vous savez que vous pensez que la population peut faire confiance à un individu pareil? Et vous avez Délice Sang. Sur le plan politique, il n'a aucun poids. Alors, qu'on arrête d'aveugler la population. Ce que nous devons faire, c'est de dire la vérité à la population. Et cette population doit nous accompagner. Parce que si la population ne nous accompagne pas, tout ce qu'on va faire, qu'on soit dans l'opposition, tout comme dans la majorité, ça ne va allumer à rien. Ce que nous devons faire, c'est de travailler pour le souci de cette population. Nous devons travailler pour cette population. En organisant les opposants qui sont en train de marcher aujourd'hui, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans telle ou telle autre structure, ils commencent à chercher à emballer la population là-dedans. Non. Travaillons pour le bien-être de la population. Qu'on soit dans l'opposition, tout comme dans la majorité, on doit travailler pour le bien de la population. Pas essayer à manipuler la population pour des histoires que vous ne serez pas à mesure de faire. Le Congo doit changer, et ce n'est pas d'un coup de baguette magique ça doit changer. C'est comme ça que nous allons demander à cette population de nous refaire confiance. De nous refaire confiance et de nous accompagner. Avec votre bilan, oui.
ce que nous avons à faire, c'est de rendre compte à cette population. Non, vous nous avez donné telle mission. Le moment est en train d'arriver pour qu'on rende compte de ce qu'on avait comme mission nous donnée par la population. Et on va rendre compte. Si la population estime que c'est pourquoi ils nous ont envoyé là-bas n'a pas été satisfaisant, la population va nous sanctionner. Ce n'est pas à un individu parce qu'il ne se retrouve pas dans les institutions qui cherchent à manipuler la population pour qu'on le suive derrière. Non. On vous accorde 30 secondes juste pour un chronogramme de vos activités à l'ICASI. En fait, à l'ICASI, je suis là pour les activités des vacances parlementaires. Je crois déjà dès demain, comme vous savez, j'ai d'autres attributions en dehors d'être député. Je suis aussi médecin. Je suis assistant à l'université de Bumbashi, donc je dois prester comme médecin à l'hôpital de l'université, dans l'hôpital où je toujours travaillé, et puis je dois avoir une charge horaire, c'est-à-dire assister les enseignants qui viennent de l'extérieur, les enseignants qui sont dans notre université, et ceux-là qui viennent pour enseigner, nous devons les assister, et puis il y a des cours transversaux qu'on doit animer, et en dehors de cela, il y a des descentes que nous devons faire dans le cadre de notre mission de contrôle parlementaire. C'est ce que nous allons bien dresser un canevas pour que ça n'arrive pas à s'empiéter, et on fera toujours appel à vous pour nous accompagner dans nos différentes descentes. Honorable, nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation et on espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci aussi. Merci à tous de nous avoir suivis des partout à l'ICASI et ses encablures. C'était votre magazine entretien exclusif sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. À tous, mais également toutes. Merci de nous avoir suivis à l'ICASI et ses encablures. Merci à Moussoua qui était derrière la caméra. Pourquoi pas Louange Mouyumba, la régie télé. Et Isaac Sacramento du côté de la radio. À tous, mais également toutes. Bonne et agréable suite de nos programmes chez vous.